La recharge rapide. Alors, Driveco a annoncé la signature de nouveaux partenaires en France, notamment avec la foncière commerciale qui héberge les enseignes Grand Frais, Jardiland, Léon ou Quick. 224 nouvelles bornes seront installées, pour une majorité en ultra rapide. Il y a 170 000 bornes ouvertes au public et les annonces d'installation restent régulières, actuellement. Exemple encore cette semaine du côté de Driveco. Ils exploitent déjà 1400 stations. La société a annoncé la signature de nouveaux partenariats qui représentent un total de 38 nouvelles stations et 262 bornes de recharge. 35 sites sont liés à White Rock, la foncière commerciale qui héberge des enseignes telles que Grand Frais, Jardiland, Léon ou Quick. De nouveaux parkings de ces enseignes accueilleront ainsi des stations à partir de 2026. La bonne nouvelle est que les stations comporteront une majorité de bornes ultra rapides, car sur un total de 224 bornes pour ces magasins, 150 sont des points de charge de 200 ou 400 kW, de quoi retrouver une bonne autonomie, le temps d'une pause repas. Les bornes profiteront d'une fonction intéressante de la part de Driveco, à savoir la possibilité de réserver, jusqu'à 7 jours à l'avance. Ça c'est pas mal, ouais. Au moins quand t'arrives, t'es sûr que la borne est à toi. Sauf s'il y a des squatteurs en thermique qui se gardent dessus, ça c'est encore un autre débat. Driveco va aussi déployer, en partenariat avec Pradera, des bornes sur 3 retail parks et 3 centres commerciaux, 38 bornes, dont 26 ultra rapides. Très bien. Eh ben, plus il y aura de bornes, mieux ce sera. À voir les tarifs par contre, évidemment. Parce que si c'est pour faire payer 60-70 centimes le kilowattheure, ça ne sert à rien. J'espère que ça sera pas plus de 40, quoi. 40-45, maxi. Affaire à suivre. Bon alors, ça dit quoi ces airbags là? Écoutez, j'ai fait une news hier, et du coup, il semblerait qu'il y ait une réaction, bon, dans les heures qui ont suivi cette nouvelle du décès de la femme là en C3. Selon Julien à Reims, une conductrice est décédée au volant de sa C3. Elle est la deuxième victime en France métropolitaine de l'explosion d'un airbag Takata défectueux. Face à ce nouveau drame et l'impuissance des marques à faire venir les conducteurs en atelier, c'est surtout qu'ils sont pas prévenus. En fait, il n'y a pas de courrier de rappel. Le ministre des Transports se rapproche des constructeurs. Mardi, le gouvernement a convoqué les dirigeants de Citroën. Philippe Tabarot a demandé une mesure de stop drive pour l'immobilisation de l'ensemble des C3 et des S3, faisant l'objet d'un rappel. En février 2025, la marque avait déjà lancé une procédure d'interdiction de conduire les véhicules immatriculés entre 2008 et 2013 afin de pouvoir réaliser le changement de pièces. Depuis mai, les propriétaires de modèles produits entre 2014 et 2019 ont aussi été contactés, mais sans obligation de laisser leur véhicule au garage. D'après l'AFP, le ministre des Transports demande désormais que tous les véhicules immatriculés jusqu'en 2019 et concernés par un rappel de ce type soient soumis à cette obligation d'immobilisation. Cette extension se cale sur le rappel mis en place depuis avril 2024 dans le sud de la France et de l'Europe. Des changements d'adresse qui posent problème aux marques. De sources judiciaires, il est établi que la voiture de la conductrice impliquée dans l'accident de Reims était soumise au rappel. Mais le véhicule immatriculé en 2014 n'était pas concerné par l'interdiction de rouler. Cet accident pose notamment la question des analyses de risque réalisées par le constructeur. Nos analyses ne montraient pas de risque de dégradation du jet de 2013. On est en train de réévaluer la situation afin de prendre des mesures nécessaires. Le constructeur nous a indiqué avoir adressé un courrier recommandé à la victime le 20 mai. Mais il nous précise aussi que celui-ci a été retourné 3 jours plus tard, en raison d'une adresse incorrecte dans le fichier des cartes grises. Ah ouais, elle avait acheté en 2014, elle a dû déménager depuis. La marque a ensuite essayé de trouver les nouvelles coordonnées de la propriétaire via le fichier des assurés, mais l'accident s'est produit avant qu'un contact puisse être établi. Oh, le mauvais timing. Ah, c'est vraiment pas de bol, hein, quand même. Franchement, son destin à elle... Sur les 690 000 C3 et DS3, sous le coup d'un rappel pour remplacement d'airbag en métropole, Citroën nous indique avoir déjà procédé à 481 000 interventions, ce qui représente un changement d'airbag pour 69,7% du parc de DS3 C3 en circulation. Donc vous avez les dates là. Des rappels à la Citroën C0. Ah bah la Ion est dedans, hein. De toute façon je vois pas pourquoi elle y serait pas. Pourquoi d'ailleurs on parle que de Citroën, mais bon il y a plein d'autres marques quoi. Mais moi j'ai pas reçu de courrier hein, spécialement pour la Ion quoi. Pourtant je l'ai acheté en 2016 d'occasion, la carte grise elle a été faite en 2016, et l'adresse n'a pas forcément changé entre temps, donc il aurait dû recevoir un rappel. Donc ça n'a pas été le cas apparemment, donc je sais pas. Je ne sais point. Écoutez, affaire à suivre, hein, mais c'est vrai que c'est emmerdant ces histoires d'airbag là. Ouais, que faire? Comment ça va se passer du coup dans les années à venir? Il y aura de plus en plus d'explosions, ça va être un peu la loterie si on fait rien quoi en fait. Surtout dans le sud de la France où il fait hyper chaud. Surtout si les voitures sont garées au soleil, quoi. Ouais, c'est... Bon, là, il a quand même fallu un choc contre la rambarde pour que l'airbag se déclenche. Il s'est pas déclenché tout seul quand même. La femme roulait pas sur la route et il lui a pas explosé à la gueule, quoi. Sans aucun choc. Donc il a fallu qu'il y ait un choc quand même. Mais bon,
C'est pas normal que des bris de métaux comme ça finissent dans la tronche, hein, c'est sûr. Donc, bon, bref, affaire à suivre. Vous n'avez jamais pensé au Mazda MX-30 d'occasion? Alors, Automobile Propre nous fait un article sur ça. 4,40 m de long, mais il peut se négocier au prix d'une Zoé. Résumé des grandes dates. Présentation officielle du véhicule en 2019, 2020 lancement chez nous avec la seule motorisation électrique de 142 chevaux, batterie 35,5 kWh. Ticket d'entrée 34 000 €. Eh oui, 34 000 € avec une batterie de 35 kWh. Ça fait cher le kilowattheure du coup, hein. Presque 1 000 €. La gamme est légèrement modifiée avec de nouvelles définitions. Un équipement à peine revu en 2022. Apparition d'un chargeur 11 kW et des tarifs modifiés. 2023, lancement de la version à prolongateur d'autonomie, pour essayer de sauver le modèle. En 2025, ils annoncent la fin de la version full électrique, que personne ne voulait. Mais la prolongateur d'autonomie reste en place. Mais bon, 38 000 balles quoi, encore plus cher. Plaisant à conduire avec un châssis sérieux, côté du G-Vectoring, la direction, la suspension, encore le freinage accompagné de mode de freinage régénératif ne prête pas le flanc à la critique. Tout comme la fiabilité parfaitement exemplaire. En même temps, c'est un VE, c'est censé être fiable les VE, plus que les thermiques du coup. Pourquoi hésiter? Le coffre est nul, 366 litres, la batterie est pourrie, 30 kWh de capacité nette, donc il y a 5,5 kWh qui partent on ne sait où là, dans le buffer. La norme WLTP donne 200 km sur parcours mixte. Il sera difficile d'effectuer plus de 130 km sans marge sur autoroute. La recharge rapide plafonne à 50 kW. Et puis l'habitabilité a l'air pourrie aussi, hein, d'ailleurs. C'est une mauvaise voiture. Et une mauvaise voiture électrique. Donc pourquoi acheter ça en fait? Les deux écrans centraux peuvent présenter des bugs d'affichage. Un redémarrage de l'auto suffit généralement. Si c'est pas le cas, il faudra se diriger vers une concession pour une reprogrammation logicielle. Ah bah, super. Génial là. Donc moteur 142 chevaux, 30 kWh, 1 tonne 7. Alors d'ailleurs on se demande pourquoi il est si lourd, parce qu'il n'y a que 30 kW, 35 embarqués du coup. Au total, 1 tonne 7, juste. Et c'est lunaire, c'est lunaire. Un 0 à 100 en 9 secondes 7, c'est nul à chier. Il faut compter près de 40 minutes pour retrouver 80%, sachant que la batterie n'est pas très grande, donc c'est pas non plus terrible. Hein. C'est même nul aussi la recharge. Alors les premiers prix démarrent autour des 13 000 € pour des modèles de 2020 avec un peu plus de 50 000 km. Pour la version full elec, sinon la version prolongateur d'autonomie, elle démarre autour des 24 000 € quoi. Sinon, bah, la version prolongateur d'autonomie, 7 litres 5 au 100, 12 litres sur autoroute. Voilà. La batterie fait 17,8 kWh de capacité brute, 70 km en full électrique. Il y a quand même une recharge rapide de 36 kW, 0 à 100 en 43 minutes. Je pense, sans mentir, que c'est l'un des pires VE qui ait jamais été produit dans l'industrie de la voiture électrique. Je suis sérieux là quand je dis ça. Hein. Pourtant, j'ai rien contre Mazda en vrai. Je préfère Mazda que Toyota. Mais il faut avouer que là, ils sont foirés les gars quand même. Vous êtes foirés. C'est autant, si c'est pour faire ça, autant rien sortir. Hein. Vraiment, c'est ridicule. Ou alors il aurait fallu sortir moins cher quoi. Beaucoup moins cher. Genre 10 000 € moins cher en fait. Peut-être pas 10 000, allez, 7, 8 000. Entre 7 et 8 000 de moins, bon là, ok, ça aurait peut-être pu se justifier. Mais à 34 000 €, même s'il devait y avoir quelques remises, non. Non, c'est juste pas possible en fait. Dommage Mazda parce que là, vous avez manqué le coche. J'espère que vos prochains VE seront quand même mieux. Aïe aïe aïe.